nous parlons de la baisse de la natalité en France. Je vous propose de réagir sur la page YouTube de Sud Radio et de réagir à cette question. Baisse de la natalité en France, est-ce que vous comprenez qu'on ne fasse plus d'enfants? Je vous rappelle que vous faites oui à 88%. Vous pouvez aussi réagir sur la page Facebook de Sud Radio et sur le compte X. Il y a par exemple, je voudrais, avant d'accueillir mes invités, partager avec vous la réaction de Frédéric qui dit « Faire des enfants aujourd'hui, c'est vraiment pas leur faire de cadeaux ». Par exemple, est-ce que vous êtes aussi dans ce cadre-là? Vous êtes jeune, vous ne désirez pas d'enfants. On vous attend au 0826 300 300 pour nous en parler également. J'accueille David Duhamel, qui est économiste à Sciences Po, qui est auteur également d'un livre intitulé Un monde sans enfants, vice-président de Gender Equality Advisor Council. Bonjour David. Bonjour Laurence, merci de me recevoir. Et Michèle Vianès, présidente de l'association Regard de Femmes, que l'on retrouve régulièrement sur l'antenne de Sud Radio. Bonjour Michèle. Bonjour Laurence. Quelques chiffres, 314 000, c'est le nombre de bébés nés en France entre janvier et juin 2026, encore moins qu'en 2025, encore moins qu'en 2024. La France s'apprête à vivre sa 5e année de baisse consécutive de la natalité. David Duhamel, comment vous, en tant qu'économiste et auteur de ce livre Un monde sans enfants, vous expliquez ce phénomène ? Ce phénomène, il est totalement multidimensionnel, donc ce serait assez long d'en décrire toutes les causes, mais dans votre accroche pour apporter ce sujet, vous avez parlé d'effondrement, vous dites on ne fait plus d'enfants, et je pense que c'est très important de dédramatiser cette question. C'est-à-dire que le nombre d'enfants, par exemple, là, a baissé de 1%, 1,1% d'une année sur l'autre. C'est une baisse, mais c'est une baisse en fait toute petite, et surtout la France, comparée à énormément de ces pays voisins et même d'autres continents, est en fait dans une bien meilleure position. Donc je pense qu'il faut vraiment se méfier de la dramatisation parce qu'elle appelle une instrumentalisation politique. C'est-à-dire on commence par dire c'est très grave et après on propose des remèdes qui peuvent être tout à fait néfastes à mon avis. La France va plutôt bien démographiquement dans un monde qui va lui plutôt très mal. On est encore 5e pays en Europe. Le Monténégro est le pays qui fait le plus d'enfants avec 1,75 par femme. Ça m'a toujours fait mourir de rire ces trucs-là. 1,61 en France. Évidemment, on est au-dessus du Royaume-Uni pour l'instant. La moyenne de l'UE est de 1,34. Donc on est effectivement, et vous avez raison de le dire, David, on est au-dessus de la moyenne européenne. Michèle Vianès, selon quand même, on le voit, même si c'est moins tendu cette année que les années précédentes, il y a quand même une baisse de la natalité. Vous, avec Regard de Femmes, vous, avec votre regard en plus de femmes sur le monde entier, car vous êtes souvent à l'ONU, vous êtes souvent à New York, est-ce que ce sont des tendances qui se précisent un peu partout dans le monde ou c'est européen et un peu franco-français? Non, ça concerne tous les pays, je dirais, qui sont industrialisés et même une certaine partie des pays émergents. Mais moi, je voudrais d'abord répondre à votre question. Eh bien, pourquoi est-ce que les jeunes couples hésitent beaucoup à avoir des enfants? Eh bien, tout simplement, c'est parce que notre société leur permet de se projeter. Est-ce qu'elle crée les conditions? C'est ce qu'a dit l'auditeur que vous avez cité. Hein, donc, de créer les conditions pour donner envie de faire des enfants. Et j'ai eu l'occasion de parler en avril quand elle est sortie. Il y a une enquête de Lancet. Hein, donc sur Lancet, c'est alors Lancet, c'est une enquête qui a été publiée dans Lancet, qui est un journal, et qui a été fait par un laboratoire, un institut de recherche anglais, sur 5000 couples et 13 pays différents. On trouve partout, justement, les mêmes impératifs, c'est-à-dire que pour que les jeunes aient envie de faire des enfants, d'abord la première question c'est la santé mentale, ensuite ce sont les conditions économiques, hein, les obstacles du quotidien, le logement, comment faire garder les enfants, tout en sachant que les problèmes c'est pas les 2 premières années, hein, c'est toute la, je sais 20 ans, hein, un enfant. Et donc tout ceci, voire plus, voire plus, je suis optimiste, voilà. Mais donc et voilà, donc c'est pour ça, est-ce que les jeunes et justement, ce qui a été très intéressant dans cette enquête, c'est que aussi bien les femmes que les hommes
ont ces inquiétudes et décident d'avoir des enfants. Donc, comme disait tout à l'heure notre économiste, c'est surtout ne pas faire peur, parce qu'on essaye de faire peur et de faire porter la responsabilité aux femmes. Hein, parce qu'il bien sûr. Ce sont les femmes. Ouais, bien sûr, Michel. Je voudrais revenir avec David, si vous me le permettez, parce que Monsieur Duhamel, vous qui êtes économiste, on sait que la France, reste malgré tout ce qu'on nous dit, la première des grandes économies européennes en matière, entre autres, de fécondité. On voit bien que ça recule un petit chouille quand même, année après année. Est-ce que c'est le signe que même le modèle social français, qui a été longtemps présenté comme un rempart, ne suffit plus, Monsieur Duhamel? Oui. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est une vague mondiale, c'est une vague quasi universelle. On fait moins d'enfants aujourd'hui à Delhi qu'à Paris, pour vous donner une idée. Toute l'Amérique latine, non, mais c'est pas du tout une histoire française, c'est pas une histoire occidentale, c'est pas une histoire chrétienne, c'est une histoire universelle. Et tout à fait, les jeunes ont du mal à se projeter, c'est absolument vrai. Il y a une espèce d'anxiété générale qui est un peu propulsée par une technologie omniprésente qui est elle-même anxiogène. Mais je voudrais ajouter quelque chose. Les couples ont du mal à se projeter dans leur désir d'enfant, mais il y a aussi beaucoup moins de couples qu'avant. La mise en couple est plus difficile, en partie parce que les rapports sont assez disharmonieux entre jeunes hommes et jeunes femmes. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a une polarisation politique de la jeunesse autour des lignes de genre. Les jeunes femmes dans le monde entier, encore une fois, c'est pas une histoire française, sont un peu plus à gauche que par le passé, et les jeunes hommes un peu plus à droite. La jeunesse avait tendance à voter d'un seul homme ou d'une seule femme, si vous voulez, et maintenant c'est pas du tout le cas. Et ce qui sépare les jeunes hommes et les jeunes femmes politiquement, c'est un écart qui s'accroît chaque année, et surtout sur la question sur la place que la femme doit avoir dans la société, avec des jeunes hommes qui pensent de plus en plus que les femmes doivent, en gros, retourner à la cuisine. On a eu, par exemple, un sondage qui dit que 31% des jeunes hommes Gen Z, un sondage mondial dans 23 pays, pensent qu'une femme doit toujours obéir à son mari. Wow. Voilà. Oh mon Dieu, et évidemment, recul. des jeunes... Oui, exactement. Et en face, des jeunes femmes, évidemment, qui ne peuvent pas entendre ce discours, et on ne comprend que trop bien. Et il n'y a pas que les jeunes femmes, même les femmes un peu moins jeunes. Bien sûr, mais la vraie différence, c'est que l'écart est nouveau. Et cet écart, on le constate dans plein d'élections, dans plein de pays différents, et il est extrêmement entretenu par cette technologie qui nous radicalise et qui nous divise, qui est la technologie des réseaux sociaux et du monde numérique en général. Et donc, si vous voulez, il y a cet aspect technologique qui se rajoute à tout ce qui vient être dit sur l'incertitude et l'anxiété. Michel Vianney, je vous vois opiner du chef, comme on le disait avant, puisque vous êtes avec nous également en direct sur la page Facebook de Sud Radio. Je veux votre réaction à ce que vient de nous dire de très intéressant de notre économiste David Duhamel. Oui, tout à fait. Je partage tout à fait son avis. Bon, c'est le rapport du Haut Conseil à l'égalité dont je suis membre a été très clair sur cette montée du masculinisme et le fait que ce sont les réseaux sociaux qui augmentent en fin de compte ces représentations et qui les rendent presque naturelles, ces représentations hiérarchiques entre les femmes et les hommes. Et surtout, moi je trouve qu'il y a aussi un autre point pour les femmes, c'est-à-dire qu'en fin de compte, l'impact économique, et je dirais même l'impact socio-économique de la maternité sur les femmes. Aujourd'hui, elles savent très très bien que c'est elles qui vont payer. C'est elles qui vont payer parce qu'elles vont travailler à mi-temps, par exemple, en particulier, parce qu'elles vont avoir toute la charge mentale, et ça c'est une réalité, mais elles vont la porter. Donc tout ceci fait que il y a ce problème qui se pose à tous les couples, et la réponse ne doit être que, je dirais, est politique. C'est pas une réponse individuelle. Et je suis d'accord avec vous, mais c'est pas nouveau que la femme a eu toute la charge mentale, souvent en majorité, je dis pas tout le temps, mais en majorité de la naissance et de l'après. Quand on va acheter des affaires pour les enfants qui sont plus chères, alors que c'est les mêmes choses que les hommes, par exemple, les chaussettes. Quand on va acheter vous voyez, ça a toujours été, et c'est pas pour ça que avant les femmes, attention, il n'y a pas de jugement, mais faisaient moins d'enfants. Laurence, en fait, si je peux me permettre, la réponse à ça, excusez-moi, la vraie différence, vous avez raison, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que maintenant, les femmes, et de plus en plus les jeunes femmes, ont des opportunités que leur mère et leur grand-mère n'avaient pas. Donc là, et on le voit très bien dans les pays où c'est encore plus inégalitaire qu'en France, par exemple Corée du Sud, une jeune femme a maintenant des capacités de carrière et d'autonomie beaucoup plus importantes que sa mère ou sa grand-mère, et donc elle a un calcul à faire. Là, tout d'un coup, elle a un choix à faire. Si elle rentre dans la parentalité, dans la maternité, elle va perdre énormément.
Et c'est cette différence nouvelle qui explique que les femmes choisissent souvent de pas faire le choix de la maternité parce qu'il est beaucoup trop coûteux. La bonne nouvelle derrière cette réalité un petit peu déprimante, c'est tout simplement que si on pousse vers l'égalité homme-femme, si on pousse les hommes à faire beaucoup plus que ce qu'ils n'en font, les pères à en faire beaucoup plus que ce qu'ils n'en font, les femmes se tourneront davantage vers la maternité. Et pourtant, c'est le boulot qu'on fait nous au GEAC, au Gender Equality Advisory Council, c'est de promouvoir cette idée que les pères peuvent absolument en faire autant que les mères, puisque vous l'avez très bien dit, ça dure 20 ans s'occuper d'un enfant. Et j'ai un ami qui fait beaucoup de conférences comme ça, qui s'appelle Pascal Vanhomme, que vous connaissez peut-être d'ailleurs, sur, je sais pas si c'est le cas, David, mais qui fait beaucoup de conférences sur l'égalité homme-femme, également dans la maternité, la natalité, etc. Je voudrais partager avec vous la réaction d'une personne qui est avec nous sur Sud Radio à travers YouTube, qui nous dit: notre pays est tiers mondialisé, l'école est au dernier rang PISA, les déserts médicaux, les hôpitaux en ruine, l'immigration, l'insécurité partout en France, l'absence de politique nataliste. Comment avoir envie de faire des enfants? Votre réaction, Michel, vous venez d'en avoir une instinctive. Non, mais là, de toute façon, cette vision, je dirais, totalement négative, montre que cette personne n'est jamais sortie de la France. On parlait tout à l'heure du fait qu'on était ONG à l'ONU. Donc là, c'est vraiment un fait extrêmement, je dirais, c'est négatif, qui est absolument irréel. Donc, irréaliste. La France, il faut pas oublier que les femmes françaises sont dans le monde celles qui ont le plus de possibilités de s'épanouir. Mais justement, ça me permet de répondre à votre question précédente, c'est parce qu'aujourd'hui les femmes n'acceptent plus, c'est tout, parce qu'on est capable d'eux et on sait qu'on est capable d'eux, et donc on n'accepte pas d'être cette personne qui n'est qu'un réceptacle à porter des enfants et à les aider. Donc ça c'est, et puis surtout on est très exigeant par rapport aux enfants. Moi je voudrais quand même rappeler peut-être un chiffre ou deux chiffres en Afrique, puisque évidemment le Sénégal a encore 4 enfants par femme, et l'indice et la Côte d'Ivoire, qui est un pays très développé, et a lui entre 4,2 4,3. Donc on voit que il y a certains, et ça reprend tout à fait ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'il y a encore dans certains pays des femmes qui pensent qu'elles ne peuvent exister que si elles sont mères. C'est un peu cette idée. Aujourd'hui, non, c'est en France et dans le pays, je dirais, industrialisé, c'est plus la question. Et puis surtout, il y a certains pays où dès que vous avez des enfants, vous pouvez plus travailler. Bien sûr. Donc, à ce moment-là, il n'y a plus d'autonomie. Et je voudrais juste un dernier chiffre, si vous me permettez. Très court. Malte, qui est le pays en Europe où l'avortement est totalement interdit, eh bien, il n'y a que un enfant par femme. Donc, c'est le plus faible. C'est où ça? En Europe. Malte. Malte. Okay. Donc, pour bien montrer que certains pensent que c'est parce qu'il y a tous les droits à la contraception, les IVG, tout ça. Non. Je crois qu'il faut être très clair sur ces précisions. Et merci de ces précisions, Michel. Restez avec nous. Dernière question, David, je vous laisse 30 secondes. Je sais que ça va être trop court et je m'en veux déjà de vous imposer cet exercice. Quelles conséquences, si la natalité, je parle conséquences économiques, conséquences du pays, social, etc., si on continue à faire moins d'enfants? Tout dépend de la vitesse de la baisse et jusqu'où on descend. En fait, en France, notre système social est très vulnérable à la démographie et donc c'est effectivement assez compliqué de financer des retraites si le nombre d'inactifs continue à augmenter très vite par rapport au nombre d'actifs. Mais là, pour le coup, la politique migratoire peut être une façon de tempérer ça. On peut aussi faire une réforme financière. Il y a plein de pays qui l'ont fait. Donc, encore une fois, la crise démographique française est tout à fait gérable, surtout par rapport à plein de choses qui se passent autour de nous. Il faut vraiment avoir conscience plutôt de la chance dans laquelle la France est par rapport à quasiment l'intégralité des pays autour d'elle. Merci beaucoup à vous deux et merci d'avoir éclairé nos lanternes. Donc on ne panique pas, tout va bien, on fait pas de la politique catastrophique. Il y a des choses qui se passent, il y a moins de naissances, mais
c'est un peu moins que les années précédentes dans le côté dramatique. Donc voilà. Merci à David Duhamel, économiste Sciences Po, auteur d'Un monde sans enfants et vice-président du Gender Equality Advisory Council, et Michèle Vianès, notre présidente de l'association Regard de Femmes, que nous recevons toujours avec beaucoup de bonheur sur l'antenne de Sud Radio. À suivre votre témoignage à ce sujet. Et puis ensuite, on ira faire un petit tour avec Ma liberté de rouler et on parlera langage. Et puis on ira se régaler dans un bon restaurant étoilé.